Le 30 était 1 août 1997. Le monde perdait sa princesse bien-aimée surnommée la princesse du peuple. Tout au long de sa vie et même après sa mort tragique, la princesse Diana est restée à jamais dans le cœur et l'esprit de ses plus proches confidents. L'un d'eux a enfin brisé le silence sur les circonstances de sa mort. Colin Talbot était bien plus que le chauffeur personnel de Diana. Il était l'un de ses meilleurs amis et l'une des rares personnes à savoir ce qui s'était réellement passé cette nuit tragique de 1997. Il a non seulement révélé ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi son accident mortel, mais a aussi dévoilé des secrets choquants. Quelle révélation surprenante Colin a-t-il faite et pourquoi a-t-il attendu des décennies après sa mort pour parler de l'accident en direct à la télévision? Installez-vous confortablement car vous allez entendre les informations les plus choquantes que vous ayez jamais entendues. Que s'est-il passé cette nuit-là, il y a près de 30 ans? La princesse Diana est décédée dans un accident de voiture à Paris. Parmi les nombreuses personnes inconsolables après sa mort figurait son chauffeur préféré, Colin Talbot. Colin est récemment apparu dans une émission de télévision animée par Kate et Ben. Durant l'interview, il a eu du mal à retenir ses larmes en évoquant les événements tragiques qui ont suivi l'accident de voiture de Diana. Les présentateurs ont bien compris qu'il était rongé par un profond sentiment de responsabilité et de culpabilité, comme s'il n'était pas lui-même un danger depuis la mort tragique de sa femme. Au début du récit, Colin a expliqué comment il avait appris l'accident. Il était au lit avec elle lorsque le téléphone a sonné. Sa femme a décroché et au début la conversation semblait banale, mais le ton a vite changé, devenant soudainement très grave. Sans un mot, elle lui a tendu le combiné et lui a immédiatement ordonné de se redresser et de prendre l'appel. Avant de révéler ce qui s'est passé durant cet unique appel, Collins nous invite à méditer sur les décennies de deuil liées à la mort de la princesse Diana. La princesse Diana a perdu la vie dans un accident de voiture survenu dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris le 30 et 1 août 1997. Ce tragique événement s'est produit lorsque le conducteur a tenté d'échapper aux paparazzi. Outré Diana, son compagnon, Dodi Fayed et son chauffeur, Henry Paul, également chef de la sécurité de l'hôtel Ritz Paris, périrent dans l'accident. Un seul survivant, Trevor Rees-Jones, garde du corps employé par le père de Dodi, Mohamed Al-Fayed, survécut à l'accident. Grièvement blessé à la tête, il fut néanmoins immobilisé. Les obsèques de Diana ont eu lieu le 6 septembre 1997 et resteront gravées dans les mémoires. Le monde entier s'y est intéressé et en a parlé. Au Royaume-Uni, la cérémonie a été retransmise à la télévision et a atteint un pic d'audience de 32 millions de téléspectateurs, ce qui en fait l'un des événements les plus regardés de l'histoire de la télévision britannique. Aux États-Unis, l'audience télévisée a culminé à 50 millions de téléspectateurs. Les funérailles ont été retransmises dans plus de 200 pays et suivies par environ 2 milliards de personnes dans le monde. La princesse Diana était une figure royale très populaire et sa mort soudaine a suscité de nombreuses réactions de personnalités du monde entier. De nombreuses personnes ont partagé des hommages émouvants, exprimant leur chagrin et leur admiration. Pendant de longs mois, d'innombrables personnes se sont rendues au palais de Kensington pour y déposer des fleurs, des bougies, des cartes et des messages personnels. Ces hommages ont témoigné de l'importance que Diana avait pour tant de gens. Le 30 été 1 août 1997, son cercueil recouvert de l'étendard royal fut transporté de Paris à Londres. Charles, son ex-mari et ses 2 sœurs accompagnaient le cercueil. À Londres, le cercueil de Diana fut d'abord transporté dans une maison funéraire privée, puis transféré à la chapelle royale du palais St. James. Ce trajet marqua le début d'une période de deuil et de recueillement public. Ce n'était pas tout. Le 5 septembre, la reine Elizabeth II a rendu hommage à Diana par un discours télévisé. Le lendemain, le 6 septembre, les obsèques de Diana eurent lieu à l'abbaye de Westminster. Fils marchaient derrière son cercueil lors du cortège funèbre. Ils étaient accompagnés du prince de Galles, du duc d'Édimbourg, du frère de Diana Lord Spencer et de représentants de certaines de ses œuvres caritatives. Lors de la cérémonie,
Lord Spencer a évoqué sa sœur, affirmant que durant sa dernière année, elle avait prouvé qu'elle n'avait pas besoin d'un titre royal pour créer sa propre magie. Elton John a interprété Candle in the Wind en 1997, une version spéciale de sa chanson réécrite en hommage à Diana. Cette performance était unique, car il s'agissait de la seule fois où il a chanté cette version en public. Le single sorti, plus tard en 1997, a permis de récolter des fonds pour les œuvres caritatives de Diana grâce à des ventes mondiales. Depuis sa mort, de nombreuses théories ont circulé concernant l'accident de Diana, certaines étant assez étonnantes. Les enquêtes britanniques et françaises ont confirmé que le décès de Diana tel que rapporté par les médias était dû à un accident de voiture à Paris, en 1999. Une enquête française a conclu que Diana était décédée des suites de l'accident. Le juge Hervé Stéphane, enquêteur français, a déterminé que les paparazzi ne se trouvaient pas à proximité de la Mercedes S280 au moment de l'accident et n'étaient donc pas responsables d'homicide involontaire. Cependant, une enquête britannique menée en 2008 a conclu que la mort de Diana était due à un homicide involontaire causé par le conducteur Henry Paul et les paparazzi qui poursuivaient la voiture. Le jury a également mentionné que le non-port de la ceinture de sécurité et la collision de la voiture avec un pilier dans le tunnel du pont de l'Alma, plutôt qu'un autre facteur, ont contribué au décès. Nombreux sont ceux qui ont remis en question la version officielle de la mort de Diana. Parmi les critiques les plus virulents figure le tabloïd britannique The Daily Express. Parmi les autres victimes figurait Mohammed Al-Fayed, un homme d'affaires égyptien dont le fils Dodi était le compagnon de Diana et périt également dans l'accident. En 2003, Paul Burrell révéla l'existence d'un message que le majordome de Diana affirmait lui avoir adressé en 1993. Dans ce message, Diana aurait déclaré que son mari planifiait un accident de voiture pour lui infliger un grave traumatisme crânien afin de pouvoir l'épouser à nouveau. Selon certaines sources, Diana aurait fait part de craintes similaires à son avocat Lord Mishcon en octobre 1995. Elle aurait déclaré que des sources fiables l'avaient informé qu'elle et Camilla seraient écartées du mariage afin que Charles puisse épouser Tiggy Legerberg. À l'époque, l'Église d'Angleterre n'autorisait pas le remariage des personnes divorcées, une règle qui est restée en vigueur jusqu'au synode de 2002. En 2004, la police métropolitaine a créé une équipe d'enquête spéciale baptisée Opération Paget, afin d'examiner les nombreuses théories du complot entourant la mort de Diana. Cette équipe, dirigée par le commissaire John Stevens, s'est concentrée sur 175 théories du complot différentes avancées par Mohammed Al-Fayed. Au cours de l'enquête, Charles a été convoqué comme témoin en 2005. Il a déclaré ignorer tout du mot que Diana avait écrit en 1995 et ne pas comprendre ses sentiments. Tout au long de l'enquête, Al-Fayed a persisté à croire à un complot. Il était fermement convaincu que son fils Dodi et Diana avaient été assassinés. Revenons à cet appel téléphonique qui a laissé Colin sans voix. En Angleterre, un collègue de Balmoral était à l'autre bout du fil. Ce collègue a annoncé à Colin que la princesse Diana avait été blessée dans un accident de voiture et lui a suggéré d'allumer la télévision pour voir ce qui s'était passé. Colin fit ce qu'on lui avait dit et alluma la télévision. Ce qu'il vit à l'écran était une nouvelle bouleversante concernant l'accident. Le choc fut terrible pour lui. Il s'habilla rapidement et partit pour le palais de Kensington. En route, Colin ressentit un mélange d'émotions fortes. Il était choqué et profondément blessé par la nouvelle. Il se sentait également impuissant car il ne pouvait rien faire pour changer le cours des événements. À son arrivée au palais de Kensington, Colin fut confronté à toute l'ampleur de la tragédie. L'état de la princesse Diana était pire qu'il ne l'avait imaginé. Ce qu'il a vu était déchirant. L'émotion était palpable lors de l'émission, Colin continuant de partager ses souvenirs de cette nuit-là. Il a notamment évoqué le moment où il a pris conscience de la gravité de l'état de la princesse Diana. Il était évident que les événements de cette nuit-là l'avaient profondément marqué et le sentiment de culpabilité et de responsabilité qu'il éprouvait l'avait accompagné pendant des années. L'entretien fut une expérience très éprouvante pour Colin.
Il raconta comment l'annonce de l'accident en pleine nuit avait transformé une soirée ordinaire en un véritable cauchemar. La gravité de la situation le frappa de plein fouet lorsqu'il regarda les informations à la télévision et l'urgence de rejoindre le palais de Kensington le submergea. Tandis qu'il parlait, il devint évident que le fait de n'avoir pu empêcher la tragédie pesait lourdement sur Colin. Les présentateurs Kate et Ben l'écoutèrent avec compassion et compréhension. Ils ont posé des questions délicates pour aider Colin à raconter son histoire. Colin s'est vu confier une tâche très difficile, ramener le corps de la princesse Diana en Angleterre depuis Paris. C'était une lourde responsabilité qui lui imposait un fardeau émotionnel supplémentaire. Il devait rester fort et concentré malgré le chagrin qui le submergeait. À son arrivée à Paris, Colin découvrit un chaos total. La frénésie médiatique était incroyable. Journalistes et photographes étaient partout tous cherchant à saisir un instant de cette tragédie. Il était difficile de se frayer un chemin à travers la foule et le chaos. L'attention médiatique a rendu les choses encore plus difficiles. Voir le corps de la princesse Diana à la morgue a été l'un des moments les plus douloureux pour Colin. La réalité de sa mort l'a frappé de plein fouet. Cela fut une expérience déchirante qu'il peinait à décrire. Il ressentit une immense tristesse et un profond sentiment de perte. La voir là inanimée contrastait fortement avec la personne rayonnante et compatissante qu'il avait connue. Colin devait garder son sang-froid et maîtriser ses émotions malgré l'émotion intense qui le submergeait. Il savait qu'il avait un devoir à accomplir et voulait honorer la mémoire de la princesse Diana de la meilleure façon possible. Ramener sa dépouille en Angleterre était une manière de lui témoigner respect et amour. Le voyage fut difficile mais nécessaire. Alors que Colin préparait le rapatriement du corps de la princesse Diana, il rencontra de nombreux obstacles. Tout d'abord, les défis logistiques étaient complexes et la pression médiatique ne facilita rien. Malgré les difficultés, Colin est resté déterminé à accomplir son devoir avec dignité et dévouement. Tout au long de cette épreuve, il a ressenti le soutien de son entourage. Nombreux étaient ceux qui aimaient et respectaient la princesse Diana et qui se sont mobilisés pour l'aider de toutes les manières possibles. Ce sentiment de solidarité et de douleur partagée apporta un peu de réconfort dans ces moments si sombres. Le voyage de retour en Angleterre fut le pire de tous. Colin accompagna la dépouille de la princesse Diana et ressentit le poids de cette responsabilité sur ses épaules. À son arrivée en Angleterre, la réalité du décès de la princesse Diana lui apparut encore plus clairement. Le pays tout entier était en deuil, mais la tâche de Collins n'était pas encore terminée. Il restait encore beaucoup à faire pour préparer les derniers adieux à la princesse Diana. Il continua à travailler avec diligence, veillant à ce que tout soit traité avec le plus grand respect et la plus grande attention. Les jours suivants furent empreints de recueillement de tristesse et d'un profond désir d'honorer la mémoire de la princesse Diana. Pour Colin Paris, était une ville d'épreuves non d'amour en cette période difficile. La ville d'ordinaire, si vibrante et pleine de vie, lui paraissait désormais étrangère et oppressante. Le premier obstacle rencontré par Colin fut la barrière de la langue. Bien que Paris soit une métropole internationale, tout le monde ne parle pas couramment anglais et Colin eut des difficultés à communiquer efficacement avec le personnel médical et les autorités françaises. Chaque conversation semblait exiger un effort supplémentaire, ce qui ne faisait qu'accroître son stress. Heureusement, Colin n'était pas seul face à la barrière de la langue. Sa femme était à ses côtés, lui apportant un soutien moral précieux. Sa présence était un réconfort précieux au milieu du chaos. Elle lui offrait une main ferme et apaisait constamment ses nerfs. Son calme et son soutien inébranlable donnaient à Colin la force de surmonter les épreuves. Colin a également bénéficié de l'aide d'un attaché militaire. Ce dernier a joué le rôle d'intermédiaire aidant Colin à comprendre les procédures nécessaires et à surmonter les obstacles bureaucratiques et logistiques. La présence de l'attaché s'est avérée précieuse car elle a permis à Colin de se concentrer sur ses fonctions sans être entravé par des complications administratives. La scène à l'hôpital où la princesse Diana a été admise était inoubliable. Colin l'a décrite avec force de détail, racontant que l'hôpital était en pleine effervescence. Médecins et infirmières faisaient tout leur possible pour l'aider, mais on sentait leur empressement à régler la situation au plus vite. Des représentants français et britanniques étaient présents.
Leur mission était de suivre la situation, de veiller au respect des protocoles et d'apporter leur soutien en cas de besoin. Des membres du public s'étaient également rassemblés devant l'hôpital. C'étaient des gens ordinaires venus présenter leurs condoléances et témoigner de leur soutien. Leurs visages reflétaient le choc et la douleur qu'ils ressentaient tous. Certains priaient en silence, d'autres pleuraient ouvertement. Colin se retrouva au cœur de cette tempête. Voir le corps de la princesse Diana à la morgue de l'hôpital fut une expérience qu'il n'oublierait jamais. Le chaos qui régnait à l'extérieur de l'hôpital était inoubliable. Journalistes et photographes se bousculaient pour obtenir des informations et tenter de prendre des photos. L'hôpital était encerclé par la presse, leurs appareils photos crépitaient et leurs questions étaient indiscrètes. À cet instant, Colin sut une fois de plus qu'il portait une lourde responsabilité. De nouvelles théories du complot ont émergé, et Colin tenait à ce que la princesse Diana soit traitée avec respect. La chambre où elle était détenue était étouffante, et Colin craignait que des personnes tentent de l'apercevoir. Il a donc pris des mesures pour maintenir une température fraîche et garantir l'intimité de la pièce. Colin Tennant a préservé sa dignité, même après sa mort. Il s'assura que tout soit pris en charge correctement afin que Diana puisse reposer en paix sans être dérangée. Colin était soumis à une pression immense. Il devait rester parfaitement professionnel malgré la multitude d'émotions qu'il ressentait. Un moment fut particulièrement difficile pour lui. Il était dans la pièce avec Diana et un ventilateur soufflait pour rafraîchir l'atmosphère. Le ventilateur fit bouger les cheveux de Diana et ce fut un choc pour Colin. Il avait besoin d'un instant pour se calmer et se recentrer sur sa tâche, malgré le stress et la tristesse. Colin restait déterminé à accomplir son devoir avec brio. Au cours de l'émission, il a également partagé quelques réflexions personnelles sur la princesse Diana. Il se souvenait d'elle comme d'une personne dotée d'un grand sens de l'humour. Il s'entendait très bien et il avait beaucoup apprécié travailler avec elle. Sa mort l'a profondément affecté. Sa disparition fut très difficile car elle était une personne si gentille et merveilleuse. Colin ressentit une immense perte non seulement à cause de son travail, mais aussi parce qu'il appréciait beaucoup Diana. Il se souvenait à quel point elle avait compté pour lui et comment sa mort avait bouleversé sa vie. Un autre défi auquel il a dû faire face était de gérer les nombreuses questions et théories du complot du public et des médias concernant l'accident qui a coûté la vie à la princesse Diana. Les théories mentionnées jusqu'ici ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. On imagine donc aisément le nombre de rumeurs agaçantes que Colin a dû supporter. Les gens voulaient savoir ce qui s'était réellement passé et pourquoi. Les rumeurs et les spéculations allaient de bon train et certains pensaient que l'accident cachait quelque chose. Colin décida de témoigner. Il avait traversé le tunnel où l'accident s'était produit. Il a ensuite décrit ce que c'était que de conduire jusqu'ici. Trouver la sortie du tunnel pouvait être très déroutant, surtout la nuit. Il faisait sombre et les lumières de la ville pouvaient rendre la visibilité difficile. Colin expliqua que même un conducteur prudent pouvait se sentir désorienté dans ce tunnel. En les traversant, il constata combien il était facile de perdre son sens de l'orientation. La route était sinueuse et les parois du tunnel semblaient se refermer sur soi. Si l'on n'était pas attentif, il était facile de se désorienter. Les virages et les courbes combinés au jeu d'ombre et de lumière rendaient de la conduite difficile. Il a souligné qu'un simple moment d'inattention pouvait entraîner un accident grave. En partageant son expérience personnelle, Colin espérait dissiper les spéculations. Il voulait montrer que l'accident pouvait être un malheureux concours de circonstances dû aux conditions de conduite difficiles. Il pensait que son témoignage pourrait aider les gens à appréhender la situation avec plus de réalisme. Colin souhaitait que le public comprenne que les accidents surviennent parfois à cause de facteurs environnementaux et non en raison de plans ou de motivations cachées. Il savait que beaucoup avaient leur propre idée des causes de l'accident. Il respectait leur désir de réponse, mais il tenait aussi à partager sa version des faits. Il souhaitait faire comprendre que les tragédies surviennent parfois à cause de simples circonstances malheureuses. Colin a ensuite évoqué le travail acharné de l'équipe médicale parisienne.
Parmi les médecins figurait le docteur Mondamont qui, avec son équipe, a pratiqué des interventions chirurgicales d'urgence et a utilisé tous les moyens médicaux modernes disponibles. Ils ont travaillé avec une rapidité et une prudence extrêmes, faisant tout leur possible pour la sauver. Le docteur Damon savait que la princesse Diana était dans un état critique. Lui et son équipe devaient donc agir vite. C'était une course contre la montre. Chaque minute comptait et les médecins en étaient pleinement conscients. Ils voulaient la sauver et ont tout fait pour y parvenir, mais leurs efforts étaient limités et le monde a perdu Diana. Après la mort de la princesse, les médecins ont été submergés de questions plus nombreuses qu'ils ne pouvaient en répondre. On voulait savoir si l'on aurait pu faire davantage. Le docteur Damon et son équipe ressentaient le poids de cette épreuve. Ils avaient travaillé si dur et pourtant certains les blâmaient encore. C'était très difficile pour eux car ils avaient tout essayé. Tout comme Colin, le docteur Damon reste hanté par la nuit de la mort de Diana. Pour lui, l'équipe médicale allée de l'avant signifiait garder en mémoire les leçons de cette nuit tragique. Ils ont poursuivi leur travail avec le même dévouement et la même attention, se souvenant toujours de la princesse Diana et de leurs efforts pour la sauver. Après les funérailles de la princesse Diana, de nouvelles théories du complot, encore plus choquantes que les précédentes, ont émergé. L'une d'elles, très répandue, affirme que la princesse Diana aurait été assassinée parce qu'elle était enceinte de Mohammed Daoudi Fayed et qu'ils étaient sur le point de se fiancer. D'aucuns pensent que la famille royale britannique, étant chrétienne, ne pouvait accepter que Diana, la mère du futur roi, ait une relation avec un Égyptien musulman. Cette théorie suggère qu'une telle relation n'aurait pas été tolérée par la famille royale. Mohammed al-Fayed, le père de Daoudi, y croyait fermement. En février 2008, lors de l'enquête sur la mort de Diana, il a réitéré ses affirmations devant le tribunal. Il a accusé de nombreuses personnes, dont le prince Philip et le prince Charles, futur roi Charles III, la sœur de Diana, Lady Sarah McCorquodale, et d'autres d'avoir participé à un complot visant à assassiner Diana et son fils. Une autre théorie avancée par Jeffrey Steinberg de l'Executive Intelligence Review suggère que la princesse Diana aurait été assassinée par les services de sécurité sur ordre du prince Philip. L'EIR est lié au mouvement Lyndon LaRouche aux États-Unis et a propagé l'idée d'un assassinat planifié. En 1998, un article du Daily Telegraph a fait état des théories du complot de l'EIR. Cet article suggérait également des liens antérieurs entre l'EIR et Mohammed al-Fayed. En outre, le journaliste Francis Wyan a noté en 1999 que le porte-parole d'al-Fayed renvoyait les journalistes vers Steinberg pour discuter de ces théories. Ces dernières continuent d'alimenter les débats et les spéculations autour de la mort de la princesse Diana. Malgré les enquêtes officielles, certains restent persuadés que ce tragique accident recèle d'autres éléments, notamment au vu des liens et des affirmations d'al-Fayed et d'autres personnes. Les réactions du public à ces théories sont mitigées. Certains les jugent plausibles compte tenu du caractère controversé de la vie et des relations de Diana, tandis que d'autres les rejettent comme infondées et préfèrent les explications officielles issues des enquêtes menées en Grande-Bretagne et en France. Ces théories du complot ont un impact émotionnel sur ceux qui aimaient la princesse Diana. Sa famille et ses amis durent non seulement faire face à sa disparition, mais aussi aux spéculations et accusations incessantes entourant sa mort. Al-Fayed affirma lors d'interviews télévisées que la princesse Diana et Daoudi Fayed avaient prévu d'annoncer leur fiançailles le 1 septembre 1997, le lundi suivant l'accident. Cependant, une enquête menée par l'opération Paget souligna qu'une telle annonce de la princesse aurait constitué un événement mondial majeur nécessitant d'importants préparatifs or aucune preuve ne vint étayer cette affirmation. Les images de vidéosurveillance présentées lors de l'enquête ont suggéré que le 30 août, Daoudi a quitté la bijouterie Repossi avec seulement un catalogue, ce qui remet en question l'affirmation selon laquelle il aurait acheté une bague de fiançailles. Alberto Repossi avait initialement affirmé en 2003 que la bague avait été passée au doigt de Diana dans un hôtel de Saint-Tropez
et qu'elle serait mise à sa taille pour être récupérée à Paris. Maisel a admis par la suite avoir reçu des documents légaux d'Al-Fayed, un client de longue date laissant entendre une autre version des faits. Al-Fayed a déclaré que la bague avait été choisie à Monte-Carlo et que Dodi l'avait récupérée à Paris la veille de son décès, après y avoir apporté des modifications. Ce récit contredit le témoignage d'une vendeuse et les images de vidéosurveillance montrant qu'une bague avait été choisie par un employé de l'hôtel Ritz, puis achetée à titre posthume par Mohamed Al-Fayed. Les affirmations d'Al-Fayed concernant les fiançailles et l'achat de la bague ont été vérifiées et réfutées par divers éléments de preuve, notamment les images de vidéosurveillance et les témoignages. Ces incohérences ont renforcé le scepticisme entourant les rumeurs de fiançailles entre Diana et Dodi. Et ce n'est pas tout. Quelques heures avant le tragique accident dans l'après-midi du 30 août, Diana a contacté son ami journaliste Richard Kay pour se renseigner sur ce que les journaux du dimanche allaient publier à son sujet. Cependant, au cours de cette conversation, Diana n'a fait aucune mention d'une quelconque annonce imminente. Plus significatif encore fut peut-être le témoignage de la sœur aînée de Diana, Lady Sarah McCork-Wodale, qui se souvint d'une conversation téléphonique avec Diana le vendredi 29 août. Lady Sarah rapporta que durant cette conversation, Diana avait parlé de Dodi Fayed d'une manière qui laissait entendre que leur relation connaissait des difficultés. Les amis et confidents de Diana, notamment son majordome, Paul Burrell, son ami, Lady Annabelle Goldsmith et sa conseillère spirituelle Rita Rogers se souviennent tous de leur conversation avec elle la semaine précédant sa mort. Ils s'accordent à dire que Diana était fermement résolue à ne pas se fiancer ni se marier à ce moment-là de sa vie. Ces témoignages éclairent l'état d'esprit de Diana dans les jours qui ont précédé la tragédie et suggèrent que, contrairement à certaines théories et spéculations, elle n'envisageait ni fiançailles ni mariage. Les échanges que Diana a eus avec ses proches dans les jours précédant l'accident nous éclairent sur son état d'esprit et ses sentiments envers Dodi Fayed. Bien qu'elle ait fait part de ses inquiétudes à sa sœur concernant sa relation avec Dodi, rien ne laissait présager des fiançailles. Les témoignages concordants de ses proches démontrent également son opposition farouche au mariage et aux fiançailles à cette période de sa vie. Des années plus tard, des preuves solides sont venues réfuter la théorie de la grossesse. En janvier 2004, John Burton, ancien médecin légiste de la famille royale, a révélé dans une interview au Times avoir participé à l'autopsie du corps de la princesse Diana à la morgue de Fulham. Lors de cet examen, Burton a personnellement examiné son utérus et a écarté la possibilité qu'elle ait été enceinte au moment de son décès.